La maison de mon fils m'a accueilli avec une odeur d'agrumes, d'un désodorisant et le sourire éclatant de Valérie. Julien se tenait juste derrière moi, les mains dans les poches d'un pantalon coûteux que je savais avoir acheté à crédit. « Maman, enfin !» a-t-il dit en s'avançant, m'enlaçant comme si nous ne nous étions pas vus depuis des décennies, alors qu'il n'était venu me voir que pour les funérailles de mon père et seulement pour une journée, ma belle fille, ajustant ses cheveux blonds, impeccablement coiffés, a effleuré l'air près de ma joue. Et Amélie, tu es ravissante, si pétillante. J'ai perçu une note de surprise dans sa voix, comme si une femme de 63 ans devait être en fauteuil roulant. J'ai souri discrètement, sentant mon dos me lancer après 4 heures de trajet. 30 ans de travail dans une usine textile m'avaient laissé, non seulement une pension modeste, mais aussi des douleurs dorsales chroniques, que j'avais appris à cacher presque aussi bien que mes véritables pensées. « Merci, ma chère, toi aussi, ai-je répondu, regardant autour de moi la maison à 2 étages, dans le quartier huppé de Saint-Cloud, correspondait exactement à la description de Julien au téléphone. Spacieuse, meublée de façon moderne, avec de hauts plafonds. Des photos encadrées coûteuses ornaient les murs. Mon fils et sa famille devant l'océan. Dans une station de ski, sur le pont d'un yacht. Je savais que ces vacances étaient payées par carte de crédit, dont les factures arrivaient chaque mois avec des marques rouges menaçantes. « Mamie !» Une voix a retenti depuis l'étage. Et j'ai vu Sophie, ma seule petite fille. Debout près de la rambarde de l'escalier, elle m'a fait un signe de la main, sans détacher les yeux de l'écran de son téléphone, puis a disparu dans sa chambre. Elle était passée d'une enfant souriante à une adolescente maussade, toujours les yeux baissés. À son âge, je travaillais déjà à plein temps pour aider mes parents à joindre les 2 bouts. « Viens. »« Maman, je vais te montrer ta chambre. » Julien m'a pris le bras, tandis que Valérie restait dans le salon, déjà absorbée par sa tablette. J'ai remarqué son froncement de sourcils quand l'une de mes vieilles valises a frôlé son canapé blanc immaculé. Nous avons monté les escaliers et j'ai pris une profonde inspiration, essayant d'apaiser la douleur dans ma colonne. Les escaliers ont toujours été un défi pour moi, mais je ne voulais pas commencer ma nouvelle vie chez mon fils par une plainte. « Ici », a-t-il dit en ouvrant une porte au bout du couloir. La chambre était plus petite que prévu. Un lit étroit, une petite commode et un bureau occupaient presque tout l'espace. La fenêtre donnait sur la clôture du voisin. « Ce n'est pas la chambre d'amis !» ai-je demandé, me souvenant que Julien m'avait promis une chambre spacieuse avec salle de bain privative au téléphone. « Ça, c'est si » a-t-il répondu en se frottant la nuque, évitant mon regard. On avait prévu de libérer le bureau, mais Valérie avait des affaires importantes à gérer. Elle a besoin d'un espace de travail et on a installé une salle de sport dans la grande chambre d'amis. Tu sais combien il est important de rester en forme à notre âge. J'ai à peine retenu une remarque sur le fait qu'à notre âge, je passais 12 heures par jour debout à la machine, sans besoin d'équipement spécial. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et posé ma valise sur le sol. Bien sûr, je comprends, c'est très chaleureux. Julien a soupiré de soulagement. Super, installe-toi. Je vais aider à préparer le dîner. Oh! Et la salle de bain est au bout du couloir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. Il est sorti, fermant la porte derrière lui, et je me suis enfin laissé tomber sur le lit, les ressorts grinçant sous mon poids. J'ai sorti une plaquette d'antidouleur de ma poche et avalé les comprimés sans eau, une astuce apprise à l'usine, où les pauses étaient strictement réglementées et la douleur ignorée. Il y a 1 mois encore, j'avais ma propre maison en Normandie, petite, mais à moi,
Après la mort de Marcel, j'y avais vécu seul, cultivant un potager, lissant des romans policiers, épargnant un peu de ma retraite. Mais quand Julien a appelé et proposé que je vienne vivre avec eux, j'ai dit oui. Maman, pourquoi garder une maison entière toute seule? Wentzla, viens chez nous, place l'argent sur un compte, fais fructifier les intérêts, et vise au chaud, entouré de ta famille. Le mot famille, dans sa bouche, son œil comme une publicité pour lessive. Éclatant, mais faux. J'ai déballé mes affaires, posant sur la commode la seule chose qui m'était chère, une photo de Marcel et moi, prise le jour de notre mariage. Il était mort d'une crise cardiaque au volant de son camion, en rentrant du travail. Le médecin a dit qu'il était parti instantanément. C'était ma seule consolation, la voix de Valérie, appelant tout le monde pour le dîner, m'a tiré de mes pensées. Je suis descendue, essayant de ne pas grimacer à chaque marche. La table était dressée avec une élégance ostentatoire digne des séries télé où les familles semblent parfaites. Assiettes blanchées, couverts en argent, bougies au centre. Valérie s'agitait pour les dernières touches, jetant un œil à sa montre. « J'espère que tu aimes les lasagnes, Amélie. C'est notre spécialité familiale. » J'assomme. Un plat signature sorti d'une boîte. Ai-je pensé en voyant l'emballage à moitié vide dans la poubelle? Mais j'ai dit à voix haute. J'adore les lasagnes. Sophie est descendue, la dernière, toujours sur son téléphone. Sophie, range que téléphone, a ordonné Julien avec une sévérité feinte. Mamie est là. On dîne, en famille. La jeune fille a levé les yeux au ciel. Maïsa obéit, me lançant un regard évaluateur. Ah. Alors, maman, Julien a versé du vin dans les verres. M'en servant le moins, as-tu réglé l'argent de la vente de la maison? Regarde, voilà. J'attendais cette question depuis mon arrivée, mais je ne pensais pas qu'elle viendrait si vite, avant même que j'aie déballé mes affaires. Si l'argent est sur le compte, ai-je répondu neutrement, comme on en avait discuté. Soupe. Il a jeté un coup d'œil à Valérie. Tu sais, on pensait que c'est le moment idéal pour investir. J'ai un courtier qui obtient des résultats incroyables, jusqu'à 20% de rendement par an. J'ai mâché lentement un morceau de lasagne étonnamment fade. Et les risques? Julien a balayé l'air de la main. Quels risques? Maman, ce sont des valeurs sûres, les plus fiables au monde. J'ai travaillé toute ma vie dans une usine, mais je savais mieux compter l'argent que bien des financiers, la nécessité d'étirer un salaire modeste pour payer les factures. Les médicaments et l'éducation des enfants m'avaient appris la discipline financière. Je vais y réfléchir, ai-je répondu, et j'ai vu une lueur d'irritation traverser le visage de mon fils. Tu disais vouloir faire travailler ton argent, a ajouté Valérie. Et là, il reste juste assis, un poids mort. À propos d'argent, a continué Julien, comme s'il n'avait pas remarqué ma réserve. Combien touches-tu de pension maintenant? La dernière fois qu'on en a parlé, tu n'avais pas encore finalisé les papiers. C'était le moment de vérité. Je savais que cela arriverait tôt ou tard. Ma pension n'était de 400–300 €, une somme conséquente pour 3 décennies de travail acharné et des cotisations maximales. Marcel avait toujours insisté pour que nous épargnions le plus possible, et il avait raison, environ 1000 €. Et je dis, observant leur réaction, les visages de Julien et Valérie se sont figés en même temps. Oh, 1000 €! A lâché mon fils. Mais tu as travaillé combien de temps? 30 ans. Si. 36 l'ai-je corrigé. Mais tu sais comment c'est. Houssine privée. Salaire minimum. Valérie a esquissé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Eh bien, c'est bien que tu sois avec nous maintenant. Amélie, on prendra soin de toi. Dans sa voix, j'ai entendu de la déception
Et autre chose. De l'irritation. Oui, maman, a dit Julien. Je suis content que tu ne sois pas seul. L'important, c'est que tu ne sois pas seul. Et l'argent, on trouvera un moyen, n'est-ce que pas, chérie? Valérie a hoché la tête, mais ses doigts serraient nerveusement le pied de son verre. Absolument, même si on traverse une période un peu difficile en ce moment. L'hypothèque, les prêts, l'école privée de Sophie. J'ai regardé ma petite fille, qui semblait totalement désintéressée par la conversation des adultes. Une école privée, ai-je pensé? Sophie allait dans une école publique. On l'a transférée l'année dernière. A expliqué Julien, il faut une bonne éducation à Saint-Cloud, sinon on n'arrive nulle part. 20 000 € par an, a murmuré Valérie, comme pour elle-même, et c'est juste le programme de base, sans les cours supplémentaires. J'ai hoché la tête en silence. 24 000 €. C'était le genre d'argent qui pouvait acheter une maison, à mon époque, une petite mais à soi. Mais, au fait, Amélie, Valérie s'est soudain animée. Ça ne te dérangerait pas de surveiller Sophie de temps en temps, n'est-ce pas? Julien et moi travaillons tard souvent, et laisser une adolescente seule de nos jours, c'est si inquiétant. J'ai 17 ans, a marmonné Sophie. Je ne suis pas une gamine. Valérie l'a ignoré. Et peut-être pourrais-tu aider avec le dîner parfois. J'ai tant de réunions avec des clients que je n'ai parfois plus l'énergie de cuisiner. Tiens, et avec le ménage, a ajouté Julien. Tu sais combien Valérie se fatigue au travail. Et nous avons une si grande maison. Qu'est-ce? J'ai regardé mon fils, celui que j'avais nourri à la cuillère et à qui j'avais appris à lasser ses chaussures, maintenant, sans ciller. Il me nommait femme de ménage et baby-sitter. Bien sûr. Aïe, je dis. Je vais aider. Génial, s'est exclamée Valérie. Maintenant, parlons de ce qu'on va faire pour les vacances d'été. Je pense que la Barbade sera trop bondée cette année. Peut-être devrions-nous envisager les Maldives. Et ils se sont lancés dans une discussion sur des complexes touristiques coûtant plus que mon revenu annuel à l'usine. Personne n'a demandé mon avis. J'étais un meuble, ici, vieux, pas très confortable, mais encore utile. Après le dîner, je me suis proposé pour faire la vaisselle, même si mon dos commençait à me faire mal, après être resté si longtemps sur une chaise inconfortable. Valérie, soulagée, s'est retirée dans le salon pour regarder une émission de télé-réalité. Julien fixait son ordinateur portable, répondant parfois au téléphone en baissant la voix quand il parlait d'argent. Je me tenais à l'évier, savonnant mécaniquement les assiettes, et je réfléchissais à ce qu'était devenue ma vie. J'avais enterré mon mari, vendu la maison où j'avais vécu près de 4 décennies, et aujourd'hui, je me trouvais dans la cuisine de quelqu'un d'autre, écoutant mon propre fils discuter avec sa femme de comment accéder à mes économies. Pour la première fois de ma vie, j'ai menti sur l'argent, sur ma pension, gagnée par des années de travail acharné, des nuits blanches à la machine, des heures supplémentaires pour payer l'université de ce fils qui me regardait maintenant comme un distributeur automatique sur pattes. J'ai essuyé la dernière assiette et l'ai rangée. Mon dos me faisait souffrir atrocement. Mais cette douleur était familière, presque native, contrairement à la douleur de la trahison, qui était toute nouvelle. 1 000 €, ai-je répété pour moi-même en montant les escaliers vers ma petite chambre. Je me demande combien de temps durera leur hospitalité ostentatoire. Quand ils réaliseront que je ne vaux pas un apport financier, eh bien, nous le saurons bientôt. Je suis entré dans ma chambre, ai fermé la porte et sorti un petit carnet de ma valise, des dents. J'avais noté tous les revenus et dépenses de notre famille pendant des années. Sur la dernière page,
Il y avait un chiffre, 8300, ma vraie pension. J'ai passé mon doigt sur la ligne, puis l'ai barré résolument et écrit 1000. L'expérience commençait. Cela faisait 1 semaine que j'étais arrivé chez Julien et Valérie, seulement 7 jours. Mais l'atmosphère avait changé si radicalement qu'on aurait dit des mois. Le premier matin, à commencer par Valérie, frappant à ma porte à 7 heures. « Amélie, peux-tu préparer le petit déjeuner pour Sophie? Julien et moi devons partir tôt. » J'ai eu du mal à ouvrir les yeux. À l'usine, nous commencions à 6 heures, et me lever tôt avait fait partie de ma vie pendant 32 ans. Mais depuis ma retraite, je m'étais enfin autorisé le luxe de me réveiller sans réveil. « Ah, bien sûr, Valérie, » ai-je répondu, cherchant mes chaussons près du lit. Que mange-t-elle d'habitude? N'importe quoi. Elle est si difficile en ce moment. Quand je suis descendu dans la cuisine, il n'y avait plus personne, juste un mot sur la table, griffonné de l'écriture de Julien. Réunion client reprogrammée. Rentrons tard. N'oublie pas de récupérer Sophie à l'école à 15 heures. Pas de s'il te plaît ni de merci. Juste une instruction. Comme si je n'étais pas sa mère, mais une employée. J'ai soupiré et commencé à préparer le petit déjeuner pour ma petite fille. Des œufs brouillés, des toasts, du jus d'orange, comme le petit Julien aimait autrefois. Sophie est descendue, alors que la nourriture refroidissait déjà sur la table. « Salut » a-t-elle marmonné, sans lever les yeux de son téléphone. « Bonjour, ma chérie » ai-je dit, posant une assiette devant elle. J'ai préparé le petit déjeuner. Elle a regardé la nourriture. Oh non, c'est mignonne, mais on a comme si je lui avais offert une assiette de verre. Je ne mange pas d'œufs, m'a-t-elle coupé. Je ne prends pas de petit déjeuner du tout. Sourcée, Sophie a pris une pomme dans le vase et s'est dirigée vers la sortie. Attends, l'ai-je appelé? Tes parents m'ont demandé de t'emmener à l'école. Pas besoin, a-t-elle levé les yeux au ciel. Camille m'emmène. Sa mère attend dehors. La porte a claqué, et je me suis retrouvée seule dans la cuisine vide. Le petit déjeuner que j'avais passé 1 demi-heure à préparer était intact. J'ai mangé mon propre toast, mais je n'avais pas d'appétit. Au lieu de cela, j'ai commencé à explorer la maison. Elle semblait différente à la lumière du matin, plus froide, plus impersonnelle, comme une page d'un catalogue de meubles. Pas un seul objet personnel, pas une photo d'un pique-nique ou d'une fête familiale, juste des clichés de studio où tout le monde affichait le même sourire étrange. Dans le salon, un immense téléviseur à écran plat semblait toujours allumé. Dans un coin, un bar rempli de whisky coûteux, dont certains, à en juger par la poussière, étaient plus là pour impressionner les invités que pour être consommés. Dans la salle à manger, j'ai trouvé des factures négligemment jetées sur une console près de l'entrée. Je n'avais pas l'intention de fouiner, mais les marques rouges, revenues attendues, étaient flagrantes. Julien n'a jamais été connu pour sa discipline financière, même enfant. Il perdait toujours son argent de déjeuner ou le dépensait en jouets. J'ai ramassé une enveloppe. Le relevé de carte de crédit montrait des dettes d'un montant qui aurait pu acheter un petit appartement à mon époque. Et ce n'était qu'une carte. Il y en avait au moins 5 sur la table. L'après-midi, après avoir nettoyé la maison et préparé un dîner que personne n'apprécierait probablement, j'ai décidé d'aller chercher Sophie à l'école. Malgré sa protestation matinale, l'école était à 15 minutes, dans un quartier encore plus huppé que celui où vivait mon fils. Le bâtiment ressemblait à un petit campus universitaire, des constructions en briques entourées de pelouses impeccables et de terrains de sport. Je me suis garée à l'entrée et j'ai attendu. Les élèves sortaient par groupes, tous portant le même uniforme, blazer, bleu marine et jupe à carreaux pour les filles.
J'ai repéré Sophie, entourée de quelques amis. Elle riait de quelque chose sur un téléphone. Quand elle m'a vue, son visage a changé instantanément. « Ah, qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle demandé, s'approchant de la voiture. « Oh, je t'ai dit que j'allais avec Camille. Ton père m'a demandé de venir te chercher. » Ai-je dit calmement. « Monte, je te ramène. » Sophie a soupiré avec défi, mais est montée dans la voiture, claquant la porte bruyamment. « Ah, tu sais, a-t-elle dit après quelques minutes de silence, tu n'as pas à faire tout ce qu'ils te disent. » Je lui ai lancé un regard surpris. « Que veux-tu dire ?» Papa et maman. Elle regardait par la fenêtre comme si elle se parlait à elle-même. Ils pensent que tu vas être leur servante personnelle maintenant. Je ne savais que répondre. Il y avait du vrai dans ce qu'elle disait, mais l'admettre à voix haute serait reconnaître que mon propre fils me voyait comme une simple femme de ménage gratuite. Ça, je ne fais qu'aider la famille, ai-je enfin dit. C'est ce que font les grands-mères. Sophie a ricané. Ouais, c'est ça. Et papa et maman t'aident juste à dépenser ton argent. La conversation s'est arrêtée là. Nous avons fait le reste du trajet en silence. Ce soir-là, Julien est rentré plus tard que d'habitude. Il semblait agacé, consultant son téléphone et fronçant les sourcils de temps en temps. « Salut, maman » a-t-il dit en passant. « Ah, le dîner est prêt ?»« Oui. » J'ai fait un gratin. Ai-je répondu, le regardant se verser un whisky. Dure journée. Pas vraiment. Il a avalé le contenu de son verre d'un trait. Valérie rentrera tard. Elle a une réunion avec un client. Au dîner. Julien était inhabituellement silencieux. Sophie, comme toujours, fixait son téléphone, et j'essayais d'engager la conversation, mais je n'obtenais que des réponses monosyllabiques. Maman. A soudain, dit Julien, repoussant son assiette. As-tu réfléchi à investir l'argent de la vente de la maison dans une affaire comme la mienne? J'ai figé, ma fourchette en main. Quel genre d'affaire? Julien, tu travailles pour une compagnie d'assurance. Je parle de mon projet. A-t-il baissé la voix? Bien que personne ne puisse nous entendre sauf Sophie, mon associé et moi lançons un fonds d'investissement. Plusieurs clients ont déjà investi, mais il nous faut plus de capital de départ. Je l'ai regardé avec suspicion. Combien te faut-il? Seulement 50.000 €, a-t-il dit, comme si c'était de l'argent de poche. Tu auras une part dans l'entreprise et dans 1 an ou 2, ton investissement doublera au moins. J'ai pensé aux factures marquées comme approuvées et aux discussions incessantes sur le manque d'argent pour l'hypothèque et l'école de Sophie. Julien, tu sais que je ne peux pas risquer mes économies. C'est tout ce que j'ai pour mes vieux jours. Quel risque? Maman, il s'agaçait. C'est du gagnant-gagnant. Je superviserai personnellement tes investissements. C'est ça qui m'inquiète. Ai-je pensé, mais j'ai dit à voix haute. J'ai besoin d'y réfléchir. Fiston, c'est une grande décision. Son visage s'est durci, froid. Bien sûr, mais pas trop longtemps. Ce genre d'opportunité ne dure pas. Il s'est levé de table, laissant la vaisselle sale, et s'est retiré dans son bureau. Je l'entendais parler fort au téléphone, discutant d'actions et d'intérêts. Sophie, qui ne semblait pas écouter notre conversation, a soudain levé les yeux de son téléphone. « Ne lui donne pas l'argent, » a-t-elle dit doucement. « Mais sérieusement, mamie, ne lui donne pas. » Sans attendre ma réponse. Elle est partie, me laissant seule pour débarrasser la table. Le lendemain matin, j'ai décidé de faire une pause dans les tâches ménagères et de me rendre à la bibliothèque municipale de Saint-Cloud. J'avais besoin d'un endroit pour réfléchir tranquillement, loin de l'atmosphère tendue
de la maison de Julien. La bibliothèque était un magnifique bâtiment avec de hauts plafonds et d'immenses fenêtres. Je me suis dirigé vers le rayon des fictions, espérant trouver un nouveau roman policier. Les polars étaient toujours un réconfort pour moi. Ils résolvaient les problèmes. Et la justice était rendue contrairement à la vraie vie. Puis-je vous aider? J'ai entendu une voix derrière moi. En me retournant, j'ai vu un homme grand, aux cheveux gris, avec des yeux gris attentifs. Son badge épinglé à sa veste en tweed indiquait Bernard Moreau, bénévole. Je cherche un roman policier moderne, ai-je répondu. De préférence pas trop sanglant. Il a souri, et les rides autour de ses yeux se sont creusées. Alors, vous avez de la chance. Je suis spécialisé dans les polars sans trop de violence. Suivez-moi. Bernard m'a guidé le long des rayons, s'arrêtant parfois pour sortir un livre. Est-ce que votre première fois dans notre bibliothèque? A-t-il demandé, me tendant une petite pile de livres. Je me souviendrai d'une connaisseuse de bons polars. Oui, je viens d'emménager chez mon fils. Ai-je répondu? Je suis Amélie Dubois, enchantée. Amélie. Il m'a tendu la main. Je suis Bernard Moreau, ancien conseiller financier, et maintenant passionné de bibliothèque à la retraite. Ah, bien. Nous avons discuté, et j'ai appris que Bernard était veuf et consacrait son temps libre au bénévolat à la bibliothèque. Il était intelligent, cultivé, et avait cet humour doux qui rend la conversation agréable sans besoin d'éclater de rire. « Si ces livres vous plaisent, revenez, » a-t-il dit en partant. « Je suis ici les mardis, jeudi 7 samedi. » Je suis sorti de la bibliothèque avec 3 polars et une étrange sensation de légèreté que je n'avais pas ressentie depuis mon emménagement. Un accueil froid m'attendait à la maison. Valérie se tenait au milieu de la cuisine, les bras croisés sur la poitrine. « Où étais-tu? » Amélie. « Je t'ai appelé plusieurs fois. » Ça. J'ai sorti mon téléphone de mon sac et vu 3 appels manqués. C'est à la bibliothèque. J'avais coupé le son. Désolée. Valérie. Je n'ai pas entendu. La bibliothèque. Elle l'a dit comme si j'avais dit sur Mars. Mais je devais récupérer le pressing aujourd'hui. Je te l'avais demandé hier. Je ne me souvenais pas d'une demande pour le pressing, mais j'ai décidé de ne pas discuter. Pardon, j'ai oublié. J'y vais, tout de suite. C'est trop tard. A-t-elle soupiré, irritée? Ils ont fermé il y a 1 heure. Maintenant, Julien devra aller à sa réunion avec une chemise froissée. La semaine suivante, l'atmosphère dans la maison est devenue de plus en plus tendue. Valérie me parlait à peine, se limitant à de brèves instructions sur les tâches ménagères. Julien rentrait de plus en plus tard et buvait plus souvent. Un jour, je les ai entendus se disputer dans leur chambre. « Que fait-on pour le prêt ?» La voix de Valérie vibrait de tension. « C'est la banque ne va pas attendre éternellement. »« Je vais m'en occuper, » a répondu Julien. « J'ai un plan. »« Quel genre de plan ? Le même que ton fonds d'investissement ou les actions biotech. Tous tes plans finissent pareil. On s'endette encore plus. Si ta mère n'était pas si radine, on aurait résolu ce problème depuis longtemps. » Je me suis éloigné de la porte, ne voulant plus entendre. Donc voilà. Ils comptaient sur mon argent pour rembourser leurs dettes. Je me demandais combien de temps il faudrait avant que cet argent ne s'évapore, comme tout le reste avant lui. Le samedi, j'ai décidé de rejoindre un groupe de jardinage local que j'avais vu annoncé sur un panneau à la bibliothèque. Le jardinage a toujours été mon exutoire, un moyen d'oublier les douleurs dorsales et les soucis quotidiens. La réunion se tenait dans un jardin communautaire près du centre-ville de Saint-Cloud. Une 12aine de personnes, principalement des femmes de mon âge, étaient rassemblées autour de parterres de fleurs et de légumes.
Vous devez être Amélie. Une femme aux cheveux gris courts et aux yeux bruns vifs s'est approchée. Je suis Colette Bisset, la coordinatrice du groupe. Bernard a dit que vous pourriez passer. Bernard a été surprise. Mais écoute, vous connaissez. Saint-Cloud est un grand village, malgré ses prétentions d'élitisme. A-t-elle ri? Venez, je vous fais visiter. Colette était une femme directe et énergique, qui avait enseigné dans une école locale pendant 20 ans avant de prendre sa retraite. Elle connaissait tout le monde et tout dans la ville et n'hésitait pas à partager ses observations. Oh, donc, vous vivez avec votre fils et sa famille, a-t-elle demandé, alors que nous désherbions un parterre de carottes. Femme courageuse. Pourquoi courageuse? Aïgé était surprise, parce que vivre avec des enfants adultes, c'est comme retourner en prison volontairement. Après avoir été libérée, a-t-elle cligné de l'œil. Je sais de quoi je parle. J'ai essayé de vivre avec ma fille après la mort de mon mari, 3 mois plus tard. Je me suis enfuie dans mon propre appartement. Merde. J'ai ri malgré moi. Oui, ce n'est pas facile. Je l'admets. Si vous avez besoin d'un refuge, ou juste d'une tasse de thé sans sermon, ma maison est toujours ouverte, a-t-elle dit, me tendant une carte avec une adresse. Et entre nous, j'ai un excellent whisky pour les occasions spéciales. Ce soir-là, je suis rentrée, sentant que j'avais enfin trouvé quelque chose à moi à Saint-Cloud, une bibliothèque, un club de jardinage, et peut-être des amis. Mais une surprise m'attendait à la maison. Dans l'allée se tenait une Lexus argentée flambant neuve, avec un gros nœud rouge sur le capot. Valérie tournoyait autour comme un enfant autour d'un sapin de Noël. « Elle te plaît ?» a demandé Julien, remarquant ma surprise. Valérie voulait une voiture comme celle-ci depuis longtemps. Sacha. Elle est magnifique, ai-je dit, mais je pensais que vous aviez des difficultés financières. Oh, c'est une offre spéciale du concessionnaire, a-t-il dit rapidement. Un leasing avantageux. C'était pratiquement une affaire. J'ai hoché la tête, faisant semblant de le croire, pratiquement gratuit, signifié, généralement exorbitant, mais je ne voulais pas y penser. Ah, et vos prêts? ai-je demandé, ne pouvant m'en empêcher. Tu disais que la banque exigeait le remboursement. Le visage de Julien s'est figé. Tu écoutais aux portes? Non. C'est juste que cette maison n'a pas des murs très épais. Valérie s'est approchée, rayonnantée de bonheur. N'est-elle pas splendide? Amélie? Elle a caressé le capot brillant. Maintenant, je vais pouvoir impressionner mes clients. C'est si important dans l'immobilier. Finch, j'en suis sûre, ai-je répondu. Au fait, Julien, où en est ton fonds d'investissement, celui pour lequel tu avais besoin de mes 45 000 €? Une gêne a traversé le visage de mon fils, qui s'est vite transformé en agacement. On a trouvé d'autres investisseurs, a-t-il dit, des gens qui comprennent la valeur d'une opportunité. Ce soir-là, juste avant de me coucher, Valérie est entrée dans ma chambre, sans frapper. Elle semblait tendue, mais essayait de paraître décontractée. C'est Amélie. Julien et moi pensions. C'est difficile pour toi de monter les escaliers avec ton dos, n'est-ce pas? J'étais méfiante. Mon dos ne les avait jamais vraiment préoccupés avant. Ça peut être gênant parfois, mais je me débrouille. Femme, on pensait que tu serais plus à l'aise dans la petite pièce en bas, près de la buanderie, a-t-elle continué. Il n'y a pas de fenêtre, mais tu n'as pas à monter les escaliers à chaque fois. Je l'ai fixé, incrédule. Ils allaient me mettre dans un placard sans fenêtre. Pourquoi voulez-vous ma chambre? ai-je demandé franchement. Valérie a semblé un peu embarrassée.
Eh bien, Sophie se plaint de ne pas avoir assez de place pour ses cours. Son conseiller scolaire pense qu'une adolescente doit avoir assez d'espace personnel pour s'exprimer. J'ai expiré lentement, essayant de contenir ma colère. Tu sais, Valérie, je pense que je vais rester ici. J'aime regarder par la fenêtre le matin, et mon dos peut survivre aux escaliers. Il a traversé pire. Jeune. Elle a pincé les lèvres, visiblement mécontente de mon refus. Comme tu veux, c'est juste qu'on s'inquiète pour toi. Quand la porte s'est fermée derrière elle, je me suis laissé tomber sur le lit et j'ai pensé, l'expérience de mentir sur ma pension donnait des résultats plus vite que prévu. 1 000 € par mois ne correspondaient clairement pas à leurs attentes. Et maintenant, ils essayaient de minimiser même le petit espace qu'ils m'avaient alloué dans leur maison. J'ai sorti mon téléphone et ouvert les messages. « Seras-tu à la bibliothèque demain ?» ai-je envoyé à Bernard, dont j'avais pris le numéro avant de partir. La réponse est arrivée presque immédiatement. « Ah, oui, de 11h à 15h. Ravi de te voir. » J'ai souri et éteint la lumière. Peut-être y avait-il encore une chance de trouver quelque chose de bien à Saint-Cloud. Même si ce quelque chose était en dehors de la maison de mon fils, le jeudi matin a commencé par une fine pluie. Les gouttelettes tapotaient le rebord de la fenêtre, créant une mélodie mélancolique propice à la réflexion, et j'avais beaucoup à penser. Le mois passé chez Julien m'avait convaincu que mon expérience de mentir sur ma pension avait révélé une vérité déplaisante sur ma relation avec mon fils et sa famille. J'étais assise à la bibliothèque de Saint-Cloud, un roman policier ouvert mais non lu sur les genoux, lorsque Julien est entré, son visage rouge de colère, tenant un relevé bancaire à la main. « C'est Amélie », a-t-il dit d'une voix tremblante, attirant les regards des autres lecteurs. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a brandi le papier, montrant le montant de ma dernière pension, 413 €. « C'est mon relevé », ai-je dit calmement, bien que mon cœur battait à tout rompre. Il était dans mon sac. Comment l'as-tu eu? Ça va bien, ça. Tu l'as laissé tomber hier quand tu étais ici, a-t-il répondu. Tout ce temps, tu m'as menti, à ton fils. Bernard, qui se tenait à quelques pas, s'est approché, une quiéteuse. Tout va bien. Amélie. Oui, Bernard, c'est une affaire de famille, ai-je répondu, me levant pour faire face à Julien. Oui, j'ai menti sur ma pension, et tu sais quoi, cette petite expérience m'a montré la vérité sur notre famille. Une expérience, ça, sa voix tremblait de rage. Tu jouais avec nous, tu nous testais. Que devais-je faire? ai-je rétorqué, ma voix montant, malgré moi. Dès l'instant où j'ai mis un pied dans ta maison, toi et Valérie ne m'avaient vu que comme un portefeuille, sur pattes et une femme de ménage gratuite. Mais ça, Julienne a rougi, mais ce n'est pas vrai. Nous t'avons accueilli dans notre famille. Donné un toit, vous m'avez mise dans un cagibi et traitée comme une domestique. Ai-je élevé la voix, ignorant les regards des autres dans la bibliothèque. C'est Amélie. Fais le dîner. Amélie. Va chercher le pressing. Amélie. Surveillez Sophie. Et ensuite, vous avez eu l'audace de me demander de déménager dans un placard sans fenêtre pour libérer de la place. À cet instant, Sophie est entrée, son sac à dos sur l'épaule, visiblement surprise de voir son père. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé. Puis, voyant le relevé, elle a compris. « Tu as fouillé dans les affaires de mamie. » Sophie, reste en dehors de ça, a ordonné Julien. Mais elle a secoué la tête. Non, papa. J'ai entendu toi et maman parler. Vous vouliez son argent pour vos dettes? Vous l'avez traitée comme une servante depuis qu'elle est arrivée. Julienne
était abasourdi par la rébellion de sa fille. Tu ne comprends pas. Sophie, c'est une adulte. Elle nous a menti. Et toi, tu l'as utilisée. J'ai riposté Sophie, les yeux brillants de larmes. J'ai assez, a dit Julien, se tournant vers moi. Je ne veux pas vivre sous le même toit que quelqu'un qui ne me fait pas confiance, qui me teste et m'expérimente. Pars de ma maison, ce soir. Julien, ai-je murmuré, tu mets ta propre mère à la porte? Teste-moi, a-t-il sifflé, jetant le relevé sur la table avant de sortir en trombe. Sophie s'est approchée de moi, posant une main sur mon bras. Mamie, je suis désolée, il n'aurait pas dû. Bernard, toujours à proximité, a ajouté doucement. Amélie, tu peux rester chez moi ce soir. Si tu as besoin d'un endroit, j'ai hoché la tête, reconnaissante. Et Sophie m'a aidé à ramasser mes affaires. Je viendrai t'aider à faire tes valises, a-t-elle dit, déterminée. Non, ma chérie, va à l'école. Ai-je insisté? Je peux me débrouiller. Le samedi suivant, j'étais au jardin communautaire de Saint-Cloud avec le groupe de jardinage de Colette Bisset, alors que nous désherbions un parterre de roses. J'ai partagé mon histoire avec Colette et une autre membre, Madame Claire, une femme d'une 60aine d'années qui avait elle-même été victime de fraude financière par son fils. Ce n'est pas rare, a dit Claire. Les enfants, pensant que l'argent de leurs parents leur appartient, ça. Soudain, Julien est apparu, un bouquet de fleurs à la main, son visage marqué par la fatigue. Maman, je peux te parler? A-t-il demandé, hésitant. Colette et Claire se sont éloignées discrètement, mais restées à portée de vue. Je suis désolée pour la bibliothèque. A-t-il commencé? J'ai perdu mon sang-froid. Je n'aurais pas dû te demander de partir. Tu es ici pour t'excuser ou parce que la police t'a contacté? Ça, ai-je demandé franchement. Julien a baissé les yeux. Ils ont trouvé des documents dans mon bureau, des prêts à ton nom. Je ne voulais pas que tu saches. Julien, tu as falsifié ma signature. Ai-je dit, ma voix tremblante, de colère. Tu m'as utilisé pour financer ta vie. Comme on annonce. Je vais réparer, a-t-il promis. S'il te plaît, ne porte pas plainte. Colette, qui écoutait à distance, s'est approchée. Amélie, ne le laisse pas t'attendrir. Il doit assumer les conséquences. J'ai regardé Julien, puis les femmes autour de moi, et j'ai senti une force nouvelle. Non, Julien, je ne retirerai pas ma plainte à moins que tu ne rembourses chaque centime. Et même alors, je ne retournerai pas dans ta maison. Julien a blêmi, mais a hoché la tête. D'accord, je vais vendre la voiture de Valérie. Il est parti, les fleurs tombant de ses mains, et Colette m'a tapoté l'épaule. Tu as fait le bon choix. Amélie. La pluie s'était intensifiée quand je suis descendue du taxi devant la maison de Colette Bisset. La petite maison à 2 étages avec une porte bleu vif semblait un véritable refuge. En ce jour humide, je me tenais sur le porche avec mes 2 valises, trempées et confuses, rassemblant mon courage pour appeler. Finalement, j'ai appuyé sur la sonnette et quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. C'est Amélie. Colette m'a regardée, surprise. Mon Dieu, tu es trempée jusqu'aux os. Entre vite. J'ai franchi la porte, laissant des empreintes mouillées sur le tapis, désolée de m'imposer. Colette, je n'avais nulle part où aller. Elle m'a aidé à enlever mon manteau trempé et m'a conduite dans le salon, où un feu crépitait joyeusement dans la cheminée. Assieds-toi ici, je vais chercher une serviette et quelque chose de chaud. Zoïle, j'ai regardé autour de moi. La maison de Colette lui ressemblait,
chaleureuse, sans prétention, mais avec du caractère, des étagères, de livres du sol au plafond, un piano ancien couvert de partitions, un canapé doux aux accoudoirs usés. Colette est revenue avec une serviette, une couverture et une tasse fumante. Tiens, c'est un grog chaud au miel et au whisky, comme promis. Elle s'est assise à côté de moi. Maintenant, raconte-moi ce qui s'est passé. Yes. Julien m'a mise à la porte. Aïe, j'ai eu du mal à dire. Il a découvert que j'avais menti sur ma pension. Colette a ri, mais s'est arrêtée en voyant mon expression. Pardon, mais c'est génial. L'expérience a fonctionné. Plus que réussi. Ah, et je souris amèrement. Il s'avère que mon fils ne voyait en moi qu'un distributeur automatique ambulant. J'ai lui ai tout raconté. La petite chambre, les tâches incessantes, la proposition de déménager dans un placard sans fenêtre, la nouvelle Lexus, malgré les prétendues difficultés financières. Salaud, a-t-elle dit. Désolée. Amélie, mais ton fils est un vrai salaud. Il est dans le pétrin. Il vit au-dessus de ses moyens. Il est endetté. Ce n'est pas une excuse pour jeter sa propre mère à la rue. C'est allé chier. Colette m'a interrompu. Tu peux rester ici aussi longtemps que nécessaire. J'ai une chambre d'amis à l'étage. Une vraie chambre avec une fenêtre, a-t-elle ajouté sarcastiquement. Le matin, Colette m'a réveillée en frappant à la porte. Amélie, tu as de la visite. En descendant, j'ai vu Bernard Moreau assis à la table de la cuisine avec une tasse de café. Bonjour. Il s'est levé en me voyant. J'espère que je ne suis pas trop tôt. Bernard a appelé pour voir si tu voulais venir à la bibliothèque aujourd'hui, a expliqué Colette. Je lui ai parlé de ta situation. Pendant le petit déjeuner, Bernard a raconté qu'il avait travaillé comme conseiller financier pour une grande banque avant sa retraite. Il était spécialisé dans la protection des actifs des seniors contre les fraudes. Malheureusement, les escrocs les plus courants sont les membres de la famille, a-t-il dit, remuant son café, surtout les enfants qui pensent avoir droit à l'argent de leurs parents. Julien n'est pas un escroc, ai-je rétorqué. Il est juste perdu. Bernard et Colette ont échangé un regard. Amélie, a commencé Bernard prudemment. Tu devrais vérifier ton historique de crédit par précaution. Pourquoi? Je n'ai pas de crédit. Juste une hypothèque sur une maison en Normandie que Marcel et moi avons remboursée. Vérifie quand même, a insisté Bernard. J'ai vu ce genre de situation trop souvent. Même après le petit déjeuner, Bernard et moi sommes allés à la bibliothèque. Il m'a aidé à consulter mon historique de crédit. Ce que nous avons vu m'a glacé. 3 cartes de crédit à mon nom avec une dette totale de près de 36 000 €. La dernière ouverte il y a seulement 2 mois. À peu près quand j'ai emménagé chez Julien, il doit y avoir une erreur, ai-je murmuré, fixant l'écran. Je n'ai jamais ouvert ces comptes. Et Bernard a hoché la tête, sombre. J'ai peur que ce ne soit pas une erreur. Amélie, quelqu'un a utilisé tes informations personnelles pour contracter des prêts à ton nom. Julien, mais comment? Il aurait besoin de ma signature. Facile à falsifier. S'il a accès aux documents, a fini Bernard. Tu vivais dans la même maison, il avait tes papiers sous la main. Je me suis souvenu avoir jeté négligemment le dossier dans le tiroir de ma commode. En emménageant, que dois-je faire? Ai-je demandé, sentant la panique monter. D'abord, appelle les banques et signale la fraude, a dit Bernard fermement. Ensuite, porte plainte à la police. La police, mais c'est mon fils qui a volé ton identité et contracté des prêts à ton nom.
m'a rappelé Bernard. Hein? Amélie, c'est un délit grave. Si tu ne l'arrêtes pas maintenant, les dettes ne feront que croître. De retour chez Colette, j'ai trouvé une femme inconnue dans le salon. Elle s'est levée en me voyant, et j'ai été surprise de reconnaître ma fille Camille. Nous ne nous étions pas vus depuis presque 2 ans, depuis qu'elle avait déménagé à Bordeaux. Maman. Elle m'a enlacée maladroitement. Julien a appelé. Il a dit que tu avais des ennuis. Oh. Bonjour, Camille. Je me suis assise en face d'elle. Qu'a dit Julien exactement? Que tu lui avais menti sur ta pension, que tu lui avais fait passer une sorte de test, et ensuite que tu étais parti en claquant la porte. Elle m'a regardée, perplexe. C'est vrai. Passe tout à fait. J'ai menti sur le montant de la pension, mais Julien n'a pas mentionné qu'il m'a mise à la porte quand il a découvert la vérité. Camille a froncé les sourcils. Il a dit que vous vous étiez disputés et que tu avais décidé de partir. Bien sûr qu'il a dit ça. Ah, je souris amèrement. Julien a toujours eu le don de faire bonne figure, et tu as toujours pris son parti. A soudain dit Camille, c'est toute sa vie. Julien a été ton préféré, peu importe ce qu'il faisait. Tu l'as toujours défendu. Un homme. Camille, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, quand je voulais aller à l'école d'art. Tu disais que ce n'était pas sérieux. Et quand Julien a abandonné l'université, tu disais qu'il cherchait sa voie. Quand j'ai divorcé de Marc, tu m'as blâmé de ne pas avoir préservé la famille. Et quand Julien et Valérie ont failli divorcer à cause de son aventure, tu t'es précipité pour les aider à réparer leur relation. Chaque mot de Camille me frappait comme un fouet. Étais-je vraiment si aveugle? Je ne savais pas que tu ressentais ça. Et je dis doucement, parce que je n'ai jamais demandé, et maintenant que ton précieux fils a enfin montré son vrai visage, tu attends que je vienne à ton secours. Naine, je ne t'ai pas demandé de venir. Lui ai-je rappelé? Camille a marqué une pause, comme si elle réalisait seulement maintenant ce fait. Oui, Julien, il a dit que tu avais des ennuis, que tu avais besoin d'aide. Je lui ai raconté les prêts que Bernard et moi avions découverts. Le visage de Camille se crispait à chaque mot. « Mais es-tu sûr que c'est Julien ?» a-t-elle demandé quand j'ai fini. Qui d'autre? Qui d'autre avait accès à mes documents? Et que vas-tu faire? Bernard et moi allons à la police demain. Ai-je dit fermement? Je dois me protéger. Tu vas envoyer ton propre fils en prison. Camille semblait choquée. J'espère que ça n'ira pas jusque-là, mais je ne peux pas le laisser continuer à utiliser mon nom pour contracter des prêts. D'accord. Camille s'est levée et a commencé à marcher nerveusement dans la pièce. Maman, réfléchis encore. C'est une affaire familiale. On peut régler ça entre nous. Comment? Julien doit déjà 36 000 € à mon nom. Suggères-tu que je les rembourse moi-même? Non, bien sûr que non. Elle s'est frotté le front. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, se réunir et en parler. Julien m'a mise à la porte et a menacé d'appeler la police si je ne partais pas. Lui ai-je rappelé? Je ne pense pas qu'il soit d'humeur à un dialogue constructif. Camille semblait perdue, mais ça détruirait la famille pour toujours. Je n'ai pas détruit la famille, Camille. Le lendemain matin, Bernard et moi sommes allés au commissariat de Saint-Cloud. Il a fallu presque 3 heures pour remplir les documents. L'officier prenant la plainte était poli, mais je voyais le jugement dans ses yeux. Une autre vieille femme se plaignant de ses propres enfants. Ne nous enquêterons. Madame Dubois, a-t-il dit, prenant les formulaires remplis. Mais je dois vous prévenir, ces affaires se terminent souvent par une réconciliation.
Je ne cherche pas la vengeance. Officier, ai-je répondu? Je veux juste protéger mes finances. Des retours chez Colette. J'ai trouvé Julien sur le porche, assis sur les marches, voûté, le visage dans les mains. Quand notre voiture s'est arrêtée, il a levé les yeux, et j'ai vu qu'il avait pleuré. Maman, il s'est levé en me voyant, mais il faut qu'on parle. Bernard s'est tendu. Amélie, tu n'es pas obligée de lui parler. Ça va? Bernard, j'ai serré sa main. Je peux gérer. Julien et moi, nous sommes assis sur un banc dans le jardin de Colette. Il est resté silencieux un moment, regardant ses mains. La police est venue ce matin, a-t-il dit enfin. Ils ont posé des questions sur les cartes de crédit. Qu'as-tu dit? J'ai tout nié, a-t-il soupiré, mais ils ont trouvé des papiers avec ta signature falsifiée dans mon bureau. Julien, pourquoi? Ai-je demandé, sentant mon cœur se serrer. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Maman, il a secoué la tête. Valérie et moi étions endettés. La banque menaçait de saisir la maison. J'étais désespéré. Alors j'ai mis les prêts à ton nom. Je jurais de les rembourser moi-même. Tu n'en aurais même pas su. J'avais une affaire en tête qui devait rapporter beaucoup, mais ça a échoué. L'investisseur s'est retiré à la dernière minute, et puis tu as menti sur la pension, et j'ai pensé que tu savais pour les prêts, et que tu me testais exprès, et... Je ne savais pas. Julien, ai-je dit doucement. J'ai menti parce que je voulais m'assurer que tu m'avais invité par amour, pas pour l'argent. Il a baissé la tête, et j'ai échoué au test. Hein? Que se passe-t-il maintenant, maman? A demandé Julien. Vais-je aller en prison? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Ça dépend de l'enquête. Tu peux retirer ta plainte, a-t-il dit, d'un ton suppliant. Je vais réparer. Je te promets. Je rembourserai toutes les dettes. Je te rembourserai. S'il te plaît, maman, pense à Sophie, à ta famille. J'ai observé mon fils attentivement. Il semblait sincère, repentant, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un calcul, une ruse qui me rendait méfiante. Es-tu venu t'excuser ou me demander de retirer ma plainte? Ai-je demandé franchement. Julien a bégayé, et cela suffisait. Je pense qu'on a tous les deux besoin de temps pour réfléchir. Ai-je dit en me levant, si tu veux vraiment réparer, commence par rembourser ces prêts. Mais comment? Je n'ai pas cet argent. Alors, vint la nouvelle Lexus de Valérie. Ai-je suggéré, et peut-être pense à déménager dans une maison plus petite que vous pouvez vraiment vous permettre. Le visage de Julien s'est tordu de colère. Tu sais que c'est impossible. Valérie n'accepterait jamais, et que diraient les gens si on déménageait soudain dans un trou. Voilà. Le vrai visage de Julien, ce n'était pas le remords qui l'avait amené ici, c'était la peur. Peur des répercussions légales, peur de perdre son apparente prospérité. Alors, tu as un problème. Fiston, je me suis dirigé vers la maison parce que je ne serai plus ton filet de sécurité. Maman, il a bondi. Ah, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton fils. Je me suis retournée. Oui, tu es mon fils. Mais je ne te laisserai plus me manipuler ou m'utiliser. Sur 16 mots, je suis entrée dans la maison et ai fermé la porte par la fenêtre. J'ai vu Julien rester là un moment, serrant les poings, puis monter dans sa voiture et partir, les pneus crissant. Colette m'a trouvée dans le salon où je m'étais assise, fixant le vide. Conversation difficile, a-t-elle demandé, s'asseyant à côté de moi. Oui, oui, ai-je soupiré, mais nécessaire. Et maintenant, je me suis interrogée toute ma vie. J'avais vécu pour les autres,
pour mon mari, mes enfants, mon travail. J'avais toujours mis les besoins des autres avant les miens, mais maintenant, à 63 ans, j'avais enfin une chance de vivre pour moi. Maintenant, je vais construire ma propre vie. Et je dis fermement, ça, je vais trouver mon propre logement, régler mes finances, peut-être m'inscrire à des cours. Je veux enfin apprendre à vivre pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. Oh, 2 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de l'inspecteur Morgan, regardant les dossiers de preuves contre Julien sur le bureau. Madame Dubois, nous avons assez de preuves pour engager des poursuites, a dit l'inspecteur. La signature sur les contrats de prêt n'est clairement pas la vôtre. Les experts ont confirmé que c'est un faux. À quoi s'expose-t-il? AIG demandé, compte tenu du montant et de la nature du délit, de 2 à 5 ans, probablement une liberté conditionnelle, vu l'absence de condamnation antérieure. Ai-je du temps pour y réfléchir? Bien sûr, à Rocher Morgan, mais je dois vous prévenir, Madame Dubois, si vous décidez de retirer votre plainte, les banques pourraient toujours vous poursuivre. Après la réunion, Bernard m'a emmené voir une petite maison rue des Lilas. La maison était modeste, 2 chambres, une petite cuisine, un salon et un jardin avec un pommier. Pas un palais, mais après avoir vécu dans le réduit de Julien, cela semblait l'être, et surtout, elle serait à moi. J'ai appelé Julien ce soir-là, organisant une rencontre dans un café. Il a accepté immédiatement, s'attendant clairement à parler de la plainte au café. Julien semblait amaigri, avec des cernes sous les yeux. Sa chemise était froissée et ses cheveux n'étaient pas coiffés au gel. J'ai été au bureau de l'inspecteur Morgan. Ai-je commencé? Ils ont assez de preuves pour engager des poursuites? Je sais, ils sont venus avec un mandat, ont pris l'ordinateur et les dossiers. Oh, tu risques de 2 à 5 ans. Ai-je continué? Probablement une liberté conditionnelle. Mais une condamnation quand même. Tu perdras ton emploi. Maman, je ne sais pas ce qui m'a pris, a-t-il dit. J'ai acheté une maison. Ai-je dit, changeant de sujet, une petite maison rue des Lilas. Une maison. Mais pourquoi pas un appartement? Parce que j'ai toujours voulu un jardin, un endroit où je pourrais cultiver des roses et des tomates, m'asseoir sur le porche le soir et lire des livres. Je ne savais pas, a-t-il marmonné. Bien sûr que non. Tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Après une pause, j'ai continué. Je ne porterai pas plainte, à 2 conditions. Le visage de Julien s'est éclairé d'espoir. Premièrement, tu rembourses toutes les dettes des prêts que tu as contractés à mon nom. Bien sûr, j'ai déjà commencé. J'ai vendu la Lexus de Valérie pour 22 000 €. Et elle a accepté. Pas tout de suite. Mais je n'avais pas le choix. C'était ça ou la prison pour moi. Et la seconde condition, c'est que toi et Camille ne vous mêliez plus jamais de mes affaires financières. Pas de conseils, d'investissement, pas de demande de prêt. Ma pension, mes économies, ma maison, c'est à moi, et à moi seul. Je comprends, c'est juste. C'est une dernière chose. Ai-je ajouté, ce n'est pas une condition, c'est une information. J'ai changé mon testament. Tout ce que j'ai sera divisé entre des organisations caritatives et un fonds fiduciaire pour Sophie. Ni toi ni Camille n'aurez rien. Julien a seulement hoché la tête. Ce n'est pas une punition. Ai-je expliqué? C'est ce que j'ai réalisé. Mon argent est ce qui vous fait me voir comme un distributeur, pas comme une mère. Sans cette tentation, peut-être, avons-nous une chance de construire une vraie relation? Tout a changé, maman.
Non, je suis juste enfin moi-même. Puis-je te rendre visite parfois? A-t-il demandé timidement. Peut-être, un jour. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace. Julien, de distance. Une semaine plus tard, j'ai emménagé dans ma nouvelle maison. Colette m'a aidé avec les cartons et Bernard a apporté des pots de plantes pour le jardin. La première nuit, nous trois, nous sommes assis sur le porche, buvant du vin et regardant le coucher de soleil. Camille a appelé 2 jours plus tard. J'ai entendu que tu n'as pas porté plainte contre Julien. Oui, à certaines conditions. Je n'aurais jamais pensé que tu lui donnerais un tel ultimatum. Après une pause, elle a continué. Maman, à propos de ce que je disais, que tu favorisais toujours Julien, tu avais raison. Je ne m'en rendais pas compte alors, mais je le vois maintenant. Je ressentais différemment pour toi aussi. Et je suis désolée. Camille, merci, a-t-elle murmuré. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi d'entendre ça. J'aimerais réparer, mais le passé ne peut être défait, on ne peut qu'avancer. Je reviendrai le mois prochain, a-t-elle dit. Ah, si ça te va. Bon. 2 semaines plus tard, en rentrant de la bibliothèque, j'ai vu Sophie assise sur les marches de mon porche. Que fais-tu ici? ai-je demandé, surprise de la voir. Je suis juste passée voir comment tu allais. Tes parents savent que tu es là. Sophie a secoué la tête. Ils pensent que je suis en cours de photographie. Papa m'a interdit de te voir, disant que tu étais une mauvaise influence sur moi. Ton père et moi, nous avons une relation compliquée en ce moment, Sophie, mais ça ne devrait pas t'affecter. Comme si j'avais le choix. Mais je me fiche des interdictions, tu es ma grand-mère, et je viendrai te voir quand je veux. Oh! Nous avons passé le reste de la journée à creuser des parterres et à planter des graines de tomates et de concombres. Sophie parlait de l'école, de sa passion pour la photographie, d'un garçon nommé Josh. Maman et papa se disputent tout le temps maintenant, a-t-elle dit. Papa a vendu la voiture de maman et elle ne lui pardonne toujours pas. Ils parlent aussi de vendre la maison et de déménager dans un appartement. Mamie, a-t-elle dit soudain, me regardant sérieusement, je veux que tu saches que je suis toujours de ton côté. Merci, ma chérie, mais tu sais, tu n'as pas à choisir de côté, tu peux juste aimer les gens, malgré leurs erreurs, comme tu aimes papa. Oui. Peu importe quoi. C'est mon fils, Sana. 1 mois plus tard, j'ai organisé un petit dîner chez moi. Bernard a apporté du vin. Colette a fait une tarte et j'ai préparé un gratin. Nous étions assis dans mon petit salon, parlant et riant comme de vieux amis. Au nouveau départ, a proposé Bernard pour porter un toast, et aux vieux amis, a ajouté Colette. Le lendemain, je travaillais dans le jardin. Quand j'ai remarqué une voiture inconnue devant la maison, Julien en est sorti. « Salut, maman, c'est un beau jardin. »« Merci, mon chéri. Qu'est-ce qui t'amène ? » ?»« Je voulais juste voir comment tu allais et te dire que j'ai remboursé tous les prêts. » »« Complètement. »« C'est bien. » »« Puis-je entrer ? » a-t-il demandé. Je me suis interrogée. Il semblait différent, plus modeste, sans le vernis qui avait toujours été sa marque de fabrique. Pour pointer, ai-je décidé, ouvrant le portail. C'est cosy, a-t-il dit, regardant autour de lui. C'est agréable ici. Cette maison est à moi, entièrement à moi. On vend de la maison, a dit Julien. Oh, on déménage dans un appartement, plus près du centre. Valérie a trouvé un emploi dans une agence de marketing. Et toi ?
J'ai un poste dans une petite entreprise financière, moins payé, mais stable, et pas d'affaires louches. Ça, c'est bien. Julien, je suis heureuse pour toi. C'est tous les... Même après tout ce que j'ai fait, j'ai cherché. Ah, tu sais, j'ai réalisé beaucoup de choses ces derniers mois sur moi, sur toi, sur la vie, et la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est qu'on ne peut pas construire une relation sur l'argent ou l'engagement. Tout repose sur le respect et l'amour. Es-tu m'aimes encore? Bien sûr que oui, tu es mon fils, mais aimer ne signifie pas se laisser utiliser. Je l'ai réalisé aussi. J'aimerais recommencer, a-t-il dit, doucement. On verra, ai-je répondu. Le temps le dirait. Quand Julien est parti, je suis retournée au jardin. Le soleil glissait lentement vers le coucher, colorant le ciel de nuances rosées et dorées. J'ai regardé ma petite maison, mes roses, ma nouvelle vie, et j'ai ressenti une étrange satisfaction. Oui, j'avais perdu beaucoup, la proximité avec mes enfants, les illusions d'un idéal familial. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, moi-même, ma force, ma dignité, mon indépendance. En attendant, j'avais ma maison, mes roses et un petit coin du monde où je pouvais enfin être juste moi, et c'était assez.